Hello YouTube, ici From Data to Big Data et aujourd'hui on va traiter le sujet du NoSQL. Avant de parler de NoSQL, on va faire un point sur les SGBD standards. Un SGBD est un système de gestion de base de données. Cela a été inventé dans les années 1970 et largement adopté dans les années 80 et 90 afin de définir le monde à travers une base de données transactionnelle. Suite à ça, on a inventé la BI avec des tables de faits et de dimensions. Prenons un exemple concret. Si on considère une société de location de voitures, on a d'une part les tables de dimensions, par exemple les tables magasin, client, voiture ou encore assurance, qui à chaque fois ont des champs, donc les ID, les clés primaires, et parfois des clés étrangères, par exemple ID assurance pour une voiture. Et d'autre part, des champs qui décrivent l'objet en question, donc le magasin, la voiture, le contrat d'assurance, etc. D'autre part, on a les tables de faits, qui eux sont des tables correspondant à une action, ici l'action de louer, donc la table de location, et qui prennent en paramètres, qui prennent les champs, les ID des clés étrangères, donc c'est très important, et qui permettent de tout relier en fait. Jusqu'à un certain point, ceci fonctionnait parfaitement pour définir le monde sous un format informatique. Les SGBD suivent des propriétés nommées acides. Les propriétés acides sont les suivantes: atomicité, cohérence, isolation et durabilité. L'atomicité. Une transaction doit être assurée complètement ou annulée et aucune trace ne doit subsister. Par exemple, dans notre cas, si pour n'importe quelle raison, une location n'a pas réussi à être enregistrée, alors elle n'est pas dans la table location et aucune trace n'est sauvegardée de cette location. L'isolation. Chaque transaction doit être réalisée indépendamment et aucune dépendance n'est possible. Dans notre cas, prenons l'exemple d'un nouveau client qui souhaite louer une voiture. Il faut donc deux insertions ici. Il faut d'abord créer le client, donc une transaction client, puis créer la transaction de location. La durabilité. Chaque transaction doit être durable dans le temps et résistante aux pannes informatiques. Coupure réseau, panne électrique, inondation, tornade, tremblement de terre, ou que sais-je. Dans notre cas, on suppose que les données sont répliquées à deux endroits géographiquement différents. Par exemple en France et au Canada. Il est très peu probable qu'en France, ils subissent une panne électrique et qu'au Canada, ils subissent une inondation. En même temps. Maintenant, parlons un peu du NoSQL. Inventée dans les années 2000 et 2010, elle se rapproche des propriétés acides sans forcément toutes les respecter strictement. Les bases de données NoSQL ont été inventées pour des propriétés d'accès concurrentiel, de grosse volumétrie, de rapidité, de recherche avancée et ou de scalabilité horizontale. C'est le fait de rajouter des serveurs, donc de la mémoire. On va trouver donc ici plusieurs types de NoSQL. L'orienté graphe, l'orienté clé-valeur, l'orienté colonne et enfin l'orienté document. L'orienté graphe, on peut trouver ici la base de données Neo4j ou encore OrientDB. Elles permettent de faire des recherches rapides sans avoir besoin de faire beaucoup de jointures. Les jointures, rappelons, font perdre beaucoup de temps, notamment dans des cadres big data. Elles permettent aussi des performances irréprochables pour la recherche lorsqu'on peut utiliser des algorithmes de parcours de graphes. Elle est fréquemment utilisée dans les systèmes bancaires, par exemple pour la détection de fraude et pour l'analyse des réseaux sociaux. On peut notifier que pour plus d'algorithmie, Spark Graphics permet d'analyser les graphes de manière parallélisée. L'orientée clé-valeur. Elle permet un accès rapide à la donnée. Elle est souvent utilisée dans les applications Android ou web, par exemple les paniers d'achat. Le schéma est le suivant. On a une clé unique à une donnée et tous les champs sont regroupés dans un seul, qui est la valeur. On va donc chercher sur la clé. On peut citer comme base de données Redis. L'orienté colonne. Le format orienté colonne est souvent utilisé pour les grandes volumétries. On va stocker les données sous famille de colonnes, ce qui va permettre un accès rapide à la donnée. Généralement, on va stocker plusieurs tables au sein d'une même
table orientée colonne, ce qui va permettre d'éviter les jointures. Prenons un exemple concret. Dans notre système, nous n'aurions plus autant de tables. Donc on n'aurait plus la table magasin ou la table location, mais on aurait une seule et même table regroupant toutes les informations. On aurait par exemple une famille de colonnes avec l'ID de la location, l'ID du véhicule, etc. Tous les ID. Et une deuxième famille de colonnes avec toutes les informations superflues, par exemple le nom du client, ou l'adresse du magasin, ou encore le contrat, le prix du contrat d'assurance. L'énorme avantage de cela, c'est qu'on va éviter les jointures qu'on a dans un système de base de données classique, mais là, on va faire juste de la lecture. Donc, on insère dans la base NoSQL les données déjà agrégées, et du coup, on n'a plus à faire les jointures qui nous prennent du temps dans un système Big Data. On peut citer ici comme base de données HBase, ou encore Google avec son Bigtable. Enfin et pour finir, on va parler du format orienté document. Ce format permet de faire une recherche précise sur un champ. C'est un peu l'extension du format clé-valeur, sauf que là, au lieu d'avoir une seule valeur, on a plusieurs colonnes, souvent exprimées en JSON. Et on va pouvoir chercher des informations précises sur n'importe quel champ. Je vais prendre un exemple. Dans notre cas, on pourrait chercher des données sur un bout de plaque d'immatriculation. Par exemple, avec le moteur de recherche Elasticsearch, on sait que la plaque se finit par tel chiffre ou telle lettre, enfin voilà. On peut refaire une recherche floue. On peut citer comme base de données donc la base de données et le moteur de recherche Elasticsearch, ou encore la base de données MongoDB. Précisons quand même que chaque document peut avoir un nombre de champs complètement différent. Donc on s'en fiche, il n'y a pas vraiment de table. Chaque document a son nombre de champs spécifiques. Et voilà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Et n'hésitez pas aussi à liker ou encore à m'envoyer un mail ou à aller sur Facebook ou sur LinkedIn. Au revoir.